Hey, si tu veux écrire un roman de science-fiction, de fantasy ou de fantastique mais que tu ne sais pas trop par où commencer, alors l'école 2.0 est pour toi. Avec des masterclass complètes comme construire ton intrigue de A à Z, créer des personnages forts et inoubliables, maîtriser les arcs narratifs et plein d'autres qui te seront utiles. Les masterclass sont réalisées par des auteurs professionnels et confirmés, et tu peux les suivre à ton rythme à vie. L'écriture d'un roman n'aura bientôt plus aucun secret pour toi. Retrouve le lien en description et avec le code promo BIELY10, tu as 10% de réduction. Allez, place à la vidéo. Vous savez, on dit souvent que les scènes d'action sont les plus compliquées à écrire. Parce qu'il faut gérer la narration, le rythme et le dialogue de façon à ce que tout s'équilibre parfaitement et se lise d'une manière aussi fluide que l'alphabet en grosses lettres. Mais est-ce que vous avez déjà essayé d'écrire une bataille en entière ? Attention, hein, pas juste une petite scène où 3 sgegs se battent en duel. Je vous parle d'une vraie bataille, avec des milliers voire des dizaines de milliers de sgegs qui vont se... Mais qu'est-ce que j'ai avec les sgegs moi ? Aujourd'hui, pour cette vidéo, je vais vous partager ma méthode pour créer et écrire une bataille épique de A à Z. On va la disséquer, l'analyser, l'étudier, l'amener au parc, à la plage, lui faire gousi-gousi et la redisséquer derrière. Écrire une bataille, c'est comme vivre une bataille, hein. Ça s'improvise pas, ça se prépare et c'est dangereux. Pour votre roman. Contrairement à vos personnages qui, eux, vont se battre contre d'autres personnages, vous allez vous battre avec les mots. Et les mots peuvent être plus affûtés qu'une épée si on n'y fait pas attention. Alors n'oubliez pas de porter votre armure en scénarium, vous allez en avoir besoin. Me regardez pas comme ça, c'était le moins cher. Il y a une cagoule qui va avec. J'ai pas envie de la mettre parce que je sais que je vais déjà avoir l'air profondément ridicule, mais surtout, il fait très chaud dans cette pièce. Bon allez vas-y, au prix où je l'ai payé. Ah oui. Alors, je sais que ça va être difficile de me prendre au sérieux avec cette tronche de cake, mais attendez, parce que j'ai quelque chose qui devrait me rajouter quelques points de charisme. Non ? Non ? Non. Vas-y, je vais essayer de faire la vidéo comme ça. Contrairement aux apparences, une bonne bataille ne repose pas entièrement sur ses combats. Au contraire même. Le combat en lui-même est la dernière chose dont vous devez vous soucier avant de poser vos mots. Déjà, la première chose à traiter, c'est le pourquoi de cette bataille. Ah bah parce qu'ils sont ennemis. Alors, c'est très gentil d'intervenir, hein, mais tu gâches ma vidéo, ainsi que la vie de toutes celles et ceux que tu aimes. Voilà, recule, t'es une déception, Timothée. Je suis désolé, fallait que quelqu'un te le dise. Quel est l'enjeu de cette bataille ? Et je vais poser cette épée parce que j'ai vraiment mal au bras. Parce qu'avant que ça devienne un combat de sang et d'épée, ça reste avant tout un combat idéologique. Un combat de valeurs où les héros seront poussés dans leur dernier retranchement. Il ne s'agit pas de taper plus fort pour dominer l'autre, il s'agit de défendre un idéal, de protéger ce en quoi les héros croient depuis le début. Et c'est la même chose pour le camp adverse. Eux aussi, ils ont des idéaux et tout. Et eux aussi, ils pensent œuvrer pour quelque chose qui leur tient à cœur. Même si de leur côté, leurs armées, c'est des créatures à tête de gland qui braillent comme des poulets. Non, faut que j'arrête d'utiliser les métaphores phalliques, ça devient une pathologie au bout d'un moment. Aidez-moi les amis, aidez-moi. Ce que je veux dire, c'est qu'une bataille, c'est pas simplement un bruit de fond pour habiller votre histoire. Une bataille, c'est un message. Et c'est ce message qui justifiera la violence extrême des combats. Prenons un exemple qui parlera à tout le monde. La bataille de fin du Seigneur des Anneaux, le retour du roi, la bataille de la Porte Noire. L'enjeu ici, il est simple. Il s'agit de gagner du temps. Frodon et Sam ont besoin de traverser le Mordor pour atteindre la montagne du destin, mais au Mordor, ça grouille d'orques, hein, au moins 600 000. Alors, pour éviter de se faire choper, Aragorn le BG propose de vider les terres du Mordor en marchant sur la Porte Noire avec ses poteaux. Le problème, c'est que eux, là, ils sont pas 600 000. Ils sont plutôt 6 000, à tout péter. Et encore, on est sur du 1 contre 100. Autant dire qu'ils savent qu'ils vont se faire latter le cul. C'est clairement une bataille sacrificielle. Ils n'y vont pas pour gagner ni pour survivre, ils y vont pour mourir, pour donner l'ultime chance à Frodon de sauver la Terre du Milieu. Et c'est ce sacrifice qui donne à cette bataille cette saveur particulière. Les héros se font rouler dessus, il n'y a objectivement aucune chance pour eux de s'en sortir. Même si Frodon parvient à détruire l'anneau, ils en savent rien, eux, qui peuvent y survivre. Personne leur a dit que les aigles allaient débarquer, personne leur a dit que le Mordor allait s'effondrer littéralement, engloutissant tous les orques autour. Non, ils se sont pas posé la question. Ils y sont allés en partant du principe qu'il n'y aura pas le voyage du retour.
Je crois qu'il n'y aura pas de voyage de retour, monsieur Frodon. Vous l'aurez compris, ce ne sont pas les combats qui procurent les frissons chez le lecteur, mais la motivation de ces combats. On peut se battre pour protéger des gens qu'on aime, pour protéger nos valeurs, un foyer, un pays, des richesses, une pomme de terre, moi. La bataille en elle-même, ce n'est qu'un spectacle. C'est pas là-dedans qu'on ira chercher les émotions. Deuxième conseil, et je vais enlever cette cagoule parce que j'ai l'impression d'être Léonard dans The Big Bang Theory, tellement ça me gratte, ça me rend fou, putain. C'est beaucoup mieux comme ça. No. Y a pas une petite vibe d'Aragorn là, comme ça, là? Absolument pas. Alors, une bataille, c'est le chaos. Mais pour le lecteur, ça ne doit jamais devenir incompréhensible. Et là, je sais que c'est une bête noire pour beaucoup d'entre vous. Vous ne savez pas comment raconter la bataille. Ou du moins, vous ne savez pas par où commencer. Vous ignorez quel chemin à prendre pour que ce soit digeste. En vrai, la bataille, vous la commencez un peu comme vous voulez et quand vous voulez. On va dire que la bataille en elle-même, c'est votre création artistique. Vous êtes le peintre, et c'est vous qui choisissez l'angle par lequel commencer votre toile. En revanche, contrairement à un tableau qu'on ne fait qu'admirer, ici, l'action, il faut l'imaginer. Quand on regarde une série ou un film avec une bataille, on se laisse facilement porter par la beauté des images et l'orchestre musical derrière. Dans un roman, c'est le lecteur qui se fait son propre film à partir des indications que vous allez lui donner. C'est pour ça qu'il faut faire super gaffe à l'équilibre entre ce qui se passe dans l'action et le nombre de détails que vous balancez à la seconde. Un combat, c'est vif, c'est tendu, c'est millimétré. Vous avez le droit de vous attarder une ligne sur le rictus de douleur de l'ennemi quand la lame lui déchire le cou, ou sur la peur qui vrille le ventre du héros en voyant débouler un colosse. Mais le problème, c'est que pendant que vous partez dans des grandes tirades lyriques sur la texture du sang dans la lumière du matin, le combat, lui, il a continué sans vous. Et en vous attardant trop sur les détails, vous figez les combats et vous perdez votre lecteur. Chaque mot compte, il faut rester tranchant, précis, percutant. N'oubliez pas que quand l'épée frappe, c'est votre plume qui frappe. Je l'ai déjà répété plusieurs fois sur cette chaîne, mais c'est toujours d'actualité. C'est que, en dépit de toutes les descriptions que vous allez faire, le lecteur ne verra jamais la même chose que vous. Et plus encore, l'effort qu'il devra faire pour visualiser vos scènes sera plus important. Penser à son œuvre artistique, c'est bien, encore faut-il pouvoir la lire. Il est donc crucial de prendre en compte cette information afin de faciliter le plus possible sa lecture, sans dénaturer complètement notre style et notre vision de la scène. Comment ça marche ? Eh bien, en posant tout de suite le cadre. Que ce soit une colline, une forêt, un château, un vaisseau spatial, le salon de ta grand-mère, avant même que l'action ne survienne, on doit comprendre dans quel environnement on est. Si votre bataille se déroule sur une plaine, décrivez la rivière qui la coupe en deux, parlez de la lisière de la forêt où se rassemble l'armée ennemie, parlez du camp de vos héros retranchés au pied d'une colline. Situez l'espace. Placez vos repères géographiques pour aider le lecteur à y voir plus clair, pour qu'il puisse se faire son plan mental. Ensuite, parlez des couleurs, du ciel, du temps qu'il fait, la chaleur, l'humidité, la pluie, le froid, la neige. Comme ça, peu importe ce que vous allez raconter après, le décor sera déjà planté. Tout ce que le lecteur va imaginer ensuite se passera à l'intérieur de ce cadre. Alors vous pourrez me dire que oui, en général, ça marche comme ça pour toutes les scènes. Mais là, comme c'est une bataille, donc un ensemble de scènes qui peut être relativement longue, c'est encore plus important d'insister là-dessus, d'appuyer là-dessus, pour pas rappeler en permanence où on est, et ainsi prendre le risque de casser le rythme de vos combats. Ça peut sembler bateau comme conseil, mais je vous assure que beaucoup de jeunes auteurs ne prennent pas le temps d'installer le cadre de leur scène. Et moi, en tant que lecteur, je vous jure que si j'arrive pas à savoir où sont les personnages dans l'action, je vais vite commencer à lire en diagonale jusqu'à la scène suivante. Et si vous n'êtes pas à l'aise pour raconter tout ça sous un point de vue omniscient, vous pouvez utiliser la technique du point de vue incarné et utiliser vos personnages pour décrire ce qu'ils voient. Le choix du point de vue est très important dans une scène de bataille, puisque c'est lui qui va déterminer ce que votre lecteur voit, ressent, comprend ou ne comprend pas. Et le point de vue d'un personnage aura beaucoup plus d'impact qu'un paragraphe de description aussi long qu'un lundi. Avec le point de vue incarné, on vit la peur du personnage lorsqu'il guette les armées ennemies au loin. On voit ses doutes lorsqu'il se questionne sur l'issue de cette journée, s'il reverra ses amis, sa famille ou son chien. On croise le fer en même temps que lui, on entend sa rage exploser contre l'ennemi, et on ressent sa douleur lorsqu'il se blesse. On vit l'instant au même moment que le héros. Et ça, point de vue immersion,
C'est beaucoup plus fort qu'un pavé descriptif. Certes, avec un point de vue omniscient, on ne rate aucun détail, on a accès à tout ce qui se passe, on survole la bataille comme une caméra libre, et on va à droite à gauche, en haut, en bas, bref. On fait un peu ce qu'on veut. Mais parfois, pour créer un petit peu de tension, c'est tout aussi bien de ne pas savoir ça. On reste dans la tête du personnage et on vit la bataille à son échelle, avec ce qu'il connaît de son environnement, de façon à pouvoir créer plus facilement la surprise. Moi, je mélange les deux points de vue, et c'est ce que je vous recommande aussi de faire pour garder un bon rythme, pour laisser respirer un peu votre lecteur. Et puisqu'on parle de rythme, je vais vous dire comment moi, Michael Bieli, auteur de Mardas disponible sur Amazon et sur ma boutique en ligne, j'appréhende l'écriture d'une bataille. J'aime bien faire le parallèle avec la composition d'une musique, parce que pour le coup, l'écriture d'une bataille, c'est exactement ça. Prenons un exemple très simple. Une musique, en général, se compose de 8 actes pour garder un bon rythme. Une intro, un couplet, un pré-refrain, un refrain, un deuxième couplet, un pont, le refrain final et l'outro. Si vous ne savez pas comment gérer le rythme d'une bataille, je vous conseille fortement de vous appuyer sur cette structure infaillible. Chaque acte correspond à un temps marquant de votre bataille qui, mis bout à bout, forment une fresque épique. Essayons ensemble d'adapter ça à une bataille. Et vous allez voir, ça fait le café. On commence avec une intro calme qui nous fait comprendre que la tension est en train de monter et qu'elle va exploser. On entend le vent souffler, les armures grincer, on a les regards qui se croisent, les respirations lentes. C'est clairement le calme avant la tempête. L'intro prend son temps, elle n'est pas pressée. C'est vraiment une ambiance avec des cordes assez graves, du violoncelle, des notes qui s'étirent, qui sont pesantes, appuyées par les cuivres qui renforcent aussi cette lourdeur, puis accompagnées par quelques petites notes au piano, très discrètes, très diffuses, pendant que le héros se prépare. Puis les premières notes du piano commencent. On entend un grondement sourd dans les basses, ce qui indique que les tambours de guerre se mettent à jouer. Ça s'agite dans les rangs, l'inquiétude se fait doucement remplacer par l'adrénaline, on sent qu'ils sont résignés à en découdre, qu'ils sont prêts à se battre. Ils attendent plus que ça. Là, le couplet démarre, les ordres sont aboyés et répétés à l'infini. Nos personnages s'échangent des répliques, c'est la dernière fois qu'ils pourront le faire avant le refrain. Une dernière petite blague, une dernière accolade, le métal frotte, les arcs se bandent, et là, le corps sonne. Le pré-refrain, lui, est là pour faire accélérer les choses. Ça monte en crescendo. Les soldats sont en train de courir vers leur ennemi. Les chevaux sont lancés. Les flèches ont été décochées. Puis vient le premier coup d'épée. Le refrain explose alors dans nos tympans. La caisse claire résonne, le tempo s'accélère, les phrases se raccourcissent, sont beaucoup plus brutales, incisives. Les corps s'entrechoquent comme des accords saturés. C'est la mêlée, c'est le désordre, et c'est là qu'il faut faire claquer les mots comme des fouets. Le deuxième couplet est là pour suivre un autre point de vue, un autre personnage, une autre action bien précise. C'est un peu la continuité de la mêlée dans sa forme la plus narrative. Ensuite vient le pont. Un personnage qui tombe, blessé, le silence qui suit. Tout devient sourd autour de lui. C'est le moment où la bataille respire, où la musique reprend son souffle pour nous amener dans une autre direction. Petite introspection du héros, et c'est reparti. Le métal détonne dans les oreilles, les massues s'abattent sur le sol, les percussions reprennent et le combat se poursuit. L'outro sert de conclusion. Elle peut se terminer de plusieurs façons, en douceur, abruptement, sur un ton mélancolique. Ça, c'est à vous de voir comment vous souhaitez conclure votre bataille pour reprendre le fil rouge de votre scénario. Votre bataille doit vraiment venir de vos tripes. Vous devez la ressentir. Chaque mouvement est une chorégraphie qui accompagne la musique que vous avez dans la tête. Et pour faire tout ça, le mieux que je puisse vous conseiller, c'est d'écrire votre bataille sur une musique que vous affectionnez particulièrement. Servez-vous de son rythme pour y caler vos actions. Vous allez voir que, inconsciemment, vous aurez suivi une certaine progression, vous aurez respecté les temps faibles et les temps forts de la musique, et ça sera super fluide à la lecture. D'ailleurs, j'ai parlé de chorégraphie juste avant. Et ça aussi, c'est très important. Outre la musicalité de votre bataille, la mise en scène est tout aussi importante. Vous devez vous improviser metteur en scène et imaginer que vous dirigez une troupe de théâtre. Par exemple, le nombre de personnages effectuant des actions dans une seule scène peut être très difficile à écrire. Encore plus dans une bataille, où par définition, tout le monde fait quelque chose. Chaque action, chaque mouvement doit s'emboîter dans le suivant. Un personnage se baisse, une flèche passe au-dessus de lui, elle se plante dans le torse d'un autre, qui s'écroule sur le héros suivant. Dans l'idéal, il faut que tout réponde à quelque chose. On parle alors d'une chaîne d'actions et non d'une explosion de gestes isolés. Ensuite,
Limitez le nombre de personnages actifs dans un même paragraphe. Même si dans l'histoire des dizaines de choses se passent en même temps, n'en montrez que quelques-unes à la fois. Limitez-vous à 2 ou 3 personnages maximum. Ça suffit largement, sinon vous allez complètement perdre votre lecteur et vous mélangez vous-même les pinceaux. Et n'oubliez pas de respirer. Quand on pense bataille, on imagine un déchaînement de violence ininterrompu. Mais c'est pas vrai. Une bataille possède son propre cœur, avec son propre rythme cardiaque. Un coup ça s'accélère, un coup ça ralentit. Pensez à faire respirer votre bataille, à installer des moments calmes, comme le pont musical qu'on a vu tout à l'heure. Prenez votre temps et surtout, amusez-vous. Dernier conseil que j'ai envie de vous donner pour que vous puissiez kiffer votre expérience, c'est d'ajouter des épices dans votre bataille. Vous avez alors cuisiné votre bataille, la cuisson est bonne, l'odeur est alléchante, mais quand on la goûte, on se rend compte que oui, le plat est bon, mais il ressemble un peu au plat du voisin, ou du restaurant dans lequel vous êtes allé manger ce week-end. C'est une bataille somme toute normale, la seule chose qui change, ce sont les personnages, mais la forme reste la même. Au cœur de votre bataille, essayez de rajouter toujours un élément surprenant auquel on n'aurait pas forcément pensé pour alimenter les combats. Moi, j'appelle ça la résolution d'un problème par un problème encore plus gros. En fait, à partir d'un certain moment, votre bataille devrait changer de direction pour pas qu'elle s'étire et qu'elle soit trop redondante. Elle doit changer d'ambiance, de ton, de couleur. En gros, c'est comme si vous écriviez 2 batailles en une finalement. Je vais vous donner l'exemple d'une de mes propres batailles, celle dont je suis vraiment le plus fier à l'heure actuelle. Et elle va très bien illustrer mon propos. Dans le tome 3 de Mardas, une bataille assez peu équilibrée va avoir lieu entre 2 factions très connues de la saga. Le cadre est le suivant. Un terrain complètement retourné, le feu est clairement passé par là, la terre est noire, calcinée, il n'y a plus aucune végétation, les rivières sont asséchées, bref, c'est un cadre très abîmé. La bataille est lancée, on suit plusieurs points de vue pour avoir une vue d'ensemble sur tout ce qui se passe, point de vue omniscient et point de vue incarné, et à un moment donné, au point culminant de la bataille, là où la violence est la plus forte, un problème encore plus gros vient balayer le petit problème de la bataille. Et le mot balayer est plutôt bien choisi, puisque la bataille se fera interrompre par le chant puissant et divin d'un célèbre barde de la saga, qui utilisera la force de la nature et le déchaînement des éléments comme composition musicale sur sa voix, invoquant tempêtes et orages, séismes et tornades, le tout sur un chant absolument lyrique qui aura pour but de refaire partir le cœur de la terre qui venait d'être massacré par le fer et le feu. Autant vous dire que pour les 2 factions en conflit, le but n'est plus de se taper dessus, mais d'essayer de survivre à la nature qui, au rythme de la voix du barde, retrouvera toute sa beauté d'antan et essaiera de les chasser à coups de vent violents et de foudre sur la tête. Ce qui n'empêchera pas certains combats de se poursuivre entre certains personnages, malgré le chaos engendré par la voix du barde. Ce qui aussi d'ailleurs ne sera pas sans rappeler un chef-d'œuvre musical qui nous vient de notre propre monde. L'intervention du barde, bien que justifiée dans la narration, est avant tout justifiée pour avoir cette scène, qui me faisait de l'œil et de l'oreille depuis déjà bien des années. Ça rend la bataille plus vivante, plus imprévisible, et ça permet de s'amuser, soyons honnêtes. N'hésitez pas à créer des situations qui, comme ça, ne se prêtent pas vraiment à la bataille, mais qui vont la rendre encore plus mémorable, plus amusante. En conclusion, écrire une bataille, c'est pas seulement une démonstration de muscles, c'est une déclaration de foi. C'est le moment où vos personnages révèlent qui ils sont vraiment, jusqu'où ils peuvent aller et ce qu'ils sont prêts à sacrifier. Et même si le grand spectacle est important, n'oubliez pas de vous poser ces 2 questions. Qu'est-ce qu'ils défendent ? Qu'est-ce qu'ils sont prêts à perdre ? Sur ce, je vous laisse à votre plume. Quant à moi, rien du tout. Non, par contre, je vais me débarrasser de ce costume de merde parce que putain, qu'est-ce qui me gratte ?